in a brick and mortar store, keeping track of inventory was a headache. Being able to use shop. Oh, tu veux que je vais faire la vaisselle, Tu veux que je te fasse à manger? Oh, mais je vais te faire à manger, c'est pas grave. Donc, j'imagine, comme la plupart des gens, vous avez tous vu le film Peter Pan, qui a été réalisé en 2003, ou sinon la bande dessinée aussi, Peter Pan. Donc, comme j'ai déjà parlé dans une autre vidéo, je parlais du syndrome de Peter Pan, mais aujourd'hui, on va parler du syndrome de Wendy. Donc, c'est la petite fille qui accompagne Peter Pan au pays imaginaire. Donc, pourquoi on appelle ce syndrome le syndrome de Wendy? Tout simplement pour rappeler en fait le personnage de Wendy dans Peter Pan. Donc Wendy c'est qui? Wendy c'est une petite fille qui prête à délaisser ses passions de côté, ce qu'elle veut, ce qu'elle désire pour s'occuper des autres. Donc tout au long du film, Wendy va s'occuper des enfants perdus du monde imaginaire en leur lavant les mains, en les lavant, en faisant à manger, en les berçant et en leur racontant des histoires le soir avant de dormir. Donc elle va s'occuper de tout ce beau petit monde-là tout au long du film et elle va s'occuper aussi de Peter Pan tandis que lui, il est trop occupé à faire l'enfant pour avoir des responsabilités. Donc en fait, Wendy tout au long du film est un des personnages qui a le plus de responsabilités et vraiment elle s'occupe tellement des autres qu'elle oublie de s'occuper d'elle-même. Donc le syndrome de Wendy, c'est tout simplement ça, c'est souvent relié aux femmes et ça va être exactement la même chose que dans le film. Donc une personne qui souffre du syndrome de Wendy va souvent vouloir s'occuper des autres et être même prête à s'abandonner, à s'oublier pour s'occuper des autres. Donc souvent leur conjoint vont être les hommes qui souffrent du syndrome de Peter Pan. Parce que comme vous l'avez vu dans mon autre vidéo, et si c'est pas le cas, je vais les mettre en barre d'infos. Comme ça, vous allez pouvoir un peu mieux comprendre le syndrome de Wendy qui est relié indirectement au syndrome de Peter Pan. Donc, le syndrome de Peter Pan, c'est un homme qui est irresponsable, qui est encore très immature, autant psychologiquement que socialement, et souvent, il va très bien s'entendre en fait avec une femme qui souffre du syndrome de Wendy. Pourquoi? Parce que la personne qui souffre du syndrome de Wendy va s'occuper beaucoup de l'homme qui souffre du syndrome de Peter Pan. Mais elle va être très portée à s'occuper de lui, à toujours être à ses petits soins, être attentionnée au point qu'à un moment donné, elle aura plus de vie, elle n'aura plus de passion et sa passion va devenir celle de s'occuper des autres, autant de son conjoint que de ses enfants, que de ses amis ou de sa famille. Pourquoi une personne développe ce syndrome? C'est tout simple. C'est en fait la peur d'être rejetée, la peur de se retrouver seule. C'est en s'occupant des autres personnes que la personne qui souffre du syndrome de Wendy va pouvoir combler ce vide intérieur et justement à ne pas avoir à penser, à avoir peur d'être seule. Quand les femmes qui souffrent du syndrome de Wendy sont incapables de gérer leur vie, en fait, c'est un peu comme un TOC finalement. Elles doivent tout gérer. Tout doit être bien carré et dans leur vie, malheureusement, il y a beaucoup de choses qui vont tomber et c'est à ce moment-là qu'elles peuvent commencer à développer le syndrome de Wendy. Wendy va être portée à s'occuper de tous les gens qui l'entourent et en fait, elle va complètement s'oublier, mais au point d'en devenir malade. Donc là, elle ne veut pas se sentir seule. Et il y a beaucoup d'autres aussi facteurs qui peuvent engendrer le syndrome de Wendy comme l'environnement mais aussi l'éducation. Donc dans quel domaine elle a été élevée? Si elle a été élevée comme avec des parents qui lui disent que une femme doit s'occuper de son homme, doit s'occuper des gens autour d'elle, de ses enfants, elle va grandir avec cette pensée-là et c'est à ce moment-là que lorsqu'elle aura son premier conjoint, elle va développer ce syndrome. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour essayer de limiter un peu les effets secondaires de ce syndrome ou tout simplement en guérir? La première des choses, c'est que les femmes qui souffrent du syndrome de Wendy ne s'aiment pas assez. Donc, elles ont une faible estime d'elles-mêmes et c'est justement ce qui va pousser la personne à justement s'occuper des autres. Donc, en s'occupant des autres, ça l'empêche de penser à sa vie, de penser à ce qu'elle n'aime pas d'elle et justement de tomber en dépression. Donc la première des choses, c'est vraiment d'apprendre à s'aimer,
un coup qu'on a réalisé qu'il y a un problème, effectivement, qu'on aurait peut-être ce syndrome ou une grande dépression, ça, c'est vraiment la première partie qui va nous mener vers le chemin de la guérison. Ensuite, c'est vraiment d'apprendre à s'aimer, apprendre à se respecter. Et comment on peut faire ça? C'est en disant non. Non à des toutes petites choses. Non, je n'ai pas envie de faire la vaisselle. Donc là, à ce moment-là, au moment où je dis non, je m'occupe de moi. Et si je suis capable de m'occuper de moi, je suis capable de m'occuper des autres aussi. Comment on peut dire à quelqu'un de nous aimer alors que nous, on s'aime pas ou qu'on a une très faible estime de nous-mêmes? Donc si moi, je m'aime pas, je me trouve aucune qualité, comment mon partenaire peut me trouver des qualités? Et justement, les personnes qui souffrent de ce syndrome veulent à tout prix être utiles, veulent à tout prix être dans toutes les conversations pour justement se rendre utiles et ne plus penser à la peur d'être seule et ne plus penser à la peur d'être inutile à son conjoint, ses amis ou même sa famille. Des étapes qu'il faut vraiment franchir pour être capable de guérir de ce syndrome. C'est faisable aussi de guérir de tous les syndromes que je parle dans ma chaîne. C'est pas des syndromes à vie, c'est pas des syndromes qui durent éternellement, mais c'est vraiment important de commencer par réaliser qu'on a un problème. Ensuite, il faut vraiment apprendre à s'aimer en disant des petits non. Non, une fois de temps en temps, ça fait pas mal à personne. C'est même très très bon en fait pour le respect de soi-même. Donc si tu es capable de te respecter, tu vas être capable de dire non quand t'en as pas envie. Et là, essayez d'oublier la peur que si on dit non, la personne va s'en aller. Parce qu'une personne qui aime vraiment l'autre personne, puis ça, la plupart des gens le savent, eh bien elle va t'accepter comme tu es. Si tu n'as pas envie de faire telle ou telle chose, fais-le pas. Il y a vraiment pas de problème et c'est justement à ce moment-là que tu vas te rendre compte qui t'aime et qui ne t'aime pas, qui t'utilise et qui utilise ce que tu es, qui te manipule aussi parce que les personnes qui souffrent du syndrome de Wendy ont tendance à être beaucoup manipulées. Évidemment, elles offrent toujours leur service, elles disent toujours oui, donc c'est facile pour les autres de les manipuler. Donc vraiment, déjà là, en faisant toutes ces actions-là, c'est vraiment à ce moment-là qu'on va être capable justement de marcher sur le chemin de la guérison. On peut avoir recours aussi à des spécialistes, des psychologues, des thérapeutes, et ça vraiment dans n'importe quel syndrome, dans n'importe quelle maladie psychologique. C'est vraiment important si on sent que le problème devient de plus en plus gros, de moins en moins facile à guérir, et là, on peut avoir recours justement aux psychanalystes, aux spécialistes, en fait, les psychologues et les thérapies. Salut Internet! Donc, voici la deuxième petite vidéo de la semaine. Alors aujourd'hui, on va parler d'un syndrome assez spécial, un syndrome qui est très peu connu. En fait, c'est le syndrome d'Alice au pays des merveilles ou appelé dans le domaine de la santé mentale, le syndrome de Todd. Alors, qu'est-ce que le syndrome de Todd? En fait, c'est un syndrome qui a été développé par le psychiatre John Todd en 1955. Donc, en fait, c'est un syndrome qui modifie le temps, la perception du temps, de l'espace et de soi-même. Donc, c'est un peu comme si on était en psychose, qu'on n'est pas capable de se reconnaître. Parfois, on se regarde dans le miroir et on voit une autre personne que nous. Donc, en fait, les symptômes, on a la micropsie. C'est en fait la perception des objets qui vont paraître plus petits qu'ils le sont en temps réel. On a aussi la macropsie qui est le contraire. On va penser que les objets sont plus gros qu'ils ne le sont en réalité. On a la téléopsie, et les objets paraissent le plus loin qu'ils le sont dans la réalité. Et on a la pélopsie, en fait, qui est exactement le contraire. Les objets paraissent plus près de nous qu'ils le sont en réalité. On a aussi la déréalisation. En fait, la déréalisation, c'est un peu comme... c'est une alternation de la perception extérieure. La personne se sent ni présente ni absente. Donc, elle croit qu'elle est à un endroit et elle croit aussi qu'elle est à un autre endroit en même temps. Quand elle va se regarder dans le miroir, elle ne reconnaîtra pas ses traits. Ça, en fait, c'est quoi les causes? Les causes, ils sont multiples, mais souvent, ça va être les effets secondaires d'une maladie. Donc, ça peut être les effets secondaires de la maladie de la nucléose infectieuse. Ça peut être un manque de sommeil, le stress. Ça peut aussi être un choc post-traumatique dû à un accident
ou à une situation quelconque qui s'est passée. Il va là avoir une désorganisation du cerveau et des neurotransmetteurs en fait. Donc c'est ce qui va causer tous ces symptômes, tous ces effets secondaires. Un peu comme Alice au pays des merveilles, elle voit un chat qui parle, on voit un peu là que les images du film sont un peu floues, sont un peu surréelles. Ben en fait c'est exactement ça. C'est pour ça qu'on l'a appelé le syndrome d'Alice au pays des merveilles. Donc, c'est aussi simple que ça, ce syndrome. Et en fait, comment il se traite? Jusqu'à aujourd'hui, encore en 2020, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de médicament qui permet de soigner ce syndrome. Mais on sait que ce syndrome-là ne dure pas éternellement. Donc, le syndrome, il va apparaître, après un choc post-traumatique. Il peut durer pendant quelques semaines, quelques mois. Et ensuite, il va finir par disparaître de lui-même. Donc, en fait, comment qu'on fait pour traiter ce problème? Eh bien, c'est tout simplement le repos. La personne a besoin de se reposer, de dormir et d'avoir du temps de calme pour que le cerveau puisse se reposer. Parce qu'évidemment, on sait que le cerveau travaille toute la journée et évidemment, après une situation angoissante, un accident ou quoi que ce soit, eh bien, évidemment, s'il y a eu une collision frontale, ça peut faire développer le syndrome d'Alice au pays des merveilles, un peu comme n'importe quel syndrome que je parle dans ma chaîne. S'il y a eu des chocs frontales, ça peut faire développer aussi des syndromes. Il est où mon foie? Il y a quelqu'un qui me l'a volé? Allô Internet, comme vous l'avez constaté dans mon titre, on va parler du syndrome de Cotard. Donc c'est quoi le syndrome de Cotard? En fait, peu de gens connaissent ce syndrome et c'est normal parce que peu de gens en souffrent. En fait, le syndrome de Cotard a été décrit par le neurologue François-Jules Cotard en 1880 qui désignait une dépression mélancolique. Une dépression en fait très grave qui touche le baril, qui touche le fond lorsque la personne ne se fait pas soigner. Donc en fait, c'est quoi les symptômes de ce syndrome? En fait, le syndrome de Cotard, c'est simple. Tu as l'impression d'être mort, tu as l'impression d'être un zombie. Donc tu dors très peu parce que tu n'as pas besoin de dormir, tu es déjà mort. Tu peux même penser que quelqu'un t'a volé tes organes et que tu ne manges plus parce que tu n'as plus d'intestin, tu n'as plus d'estomac. Donc, la personne, en fait, qui tombe dans une minime dépression, si elle ne se fait pas soigner et si la dépression empire, la personne peut développer le syndrome de Cotard. Donc, le syndrome de Cotard, elle va très peu dormir, elle va très peu manger ou même pas du tout et ça peut conduire malheureusement à la mort si ce syndrome n'est pas traité à temps. Donc, on va essayer d'énumérer peut-être un petit exemple de quelqu'un que vous connaissez sans doute qui aurait souffert de ce syndrome. J'ai nommé Richard Chase. Lui, c'est un célèbre meurtrier en série. Si vous ne le connaissez pas, ça vaut la peine d'aller voir des vidéos. Si vous voulez que j'en parle, je pourrais faire une vidéo là-dessus. Donc lui, Richard Chase était décrit comme un homme qui avait ce syndrome. Donc pourquoi il avait ce syndrome et qu'est-ce qui faisait en sorte que les gens, les neurologues et les psychologues, les psychiatres l'ont diagnostiqué souffrant de ce syndrome? Eh bien en fait, Richard Chase. Donc Richard Chase, lui, en fait, à l'adolescence, ça a commencé à l'adolescence. Donc, un des symptômes aussi de ce syndrome, ça va être l'hypocondrie. Mais pas l'hypocondrie du style « je vais consulter pour rien ». En fait, ça va être exactement l'inverse. Ça va être l'hypocondrie genre « je vais me cloîtrer chez moi et ne plus jamais sortir ». Donc, Richard Chase, lui, à l'adolescence, il a développé l'hypocondrie et il a commencé à se plaindre que son cœur ne battait plus et que quelqu'un lui avait volé ses artères pulmonaires. Donc, il croyait que ses os crâniens s'étaient séparés et qu'ils bougeaient autour de son cerveau. Il mangeait des animaux crus car il croyait que cela lui permettait à son cœur de battre à nouveau, de pouvoir enfin continuer de vivre. Donc ça, c'était vraiment un mini-exemple, un petit exemple qui encore aujourd'hui fait beaucoup poser de questions les psychiatres, les psychologues, surtout les neurologues. Donc en fait, le syndrome de Cotard, c'est tout si simple que ça.
c'est que la personne va croire qu'elle est morte, va croire qu'elle est décédée, qu'elle n'a plus de foie, qu'elle n'a plus de cœur et qu'elle n'a plus d'estomac. Donc évidemment, ça va entraîner d'autres effets secondaires tels que la famine, la malnutrition, le manque de sommeil. Et savez-vous que le manque de sommeil peut tuer quelqu'un? Quand on dit mourir de fatigue, et oui, on peut mourir littéralement de fatigue. On peut aussi mourir de faim, évidemment. Donc, si la personne n'est pas traitée, elle peut finir par mourir de faim. Allô Internet! Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec vous le syndrome, ou plus communément appelé le complexe de Peter Pan. Ça, en fait, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent ça. C'est pas non plus reconnu dans les maladies mentales par les psychiatres, psychologues et psychanalystes, mais c'est quand même quelque chose qui existe et qui est vraiment là. Donc, c'est parti. Donc, le syndrome de Peter Pan a été développé par le psychanalyste Dan Kelly en 1983. Évidemment, comme j'ai dit dans l'intro, c'est pas un syndrome reconnu, mais ça vaut la peine qu'on en parle parce que le 3/4 des hommes souffrent de ce syndrome. Que ce soit minime ou que ce soit extrême, il y a certains traits de ce syndrome-là qui va apparaître chez l'homme. Pourquoi chez l'homme? Eh bien, on va en parler justement. Donc, le syndrome de Peter Pan, qu'est-ce que c'est? Donc, on recule dans l'enfance. Ça va être des jeunes enfants, des jeunes garçons qui n'auront pas le choix de prendre certaines responsabilités. Surtout quand le père de famille quitte la famille et que le garçon se retrouve seul avec ses frères et ses sœurs plus jeunes. Ils n'auront pas le choix nécessairement de prendre des responsabilités pour aider leur mère. Parce que dans ce cas-là, les mères se retrouvent à être des mères et des pères. Donc, ils doivent jouer les deux rôles. Et souvent, c'est très difficile. Donc, ils vont demander à l'aîné de les aider. Faire le lavage, le ménage, aider aux devoirs et tout. Donc, quand tu es un enfant, toi, tu as envie de jouer. Tu n'as pas envie nécessairement d'avoir des responsabilités. Mais puisque tu dois assumer certaines responsabilités et un certain rôle d'aîné, tu n'auras pas le choix finalement de devenir semi-adulte et semi-autonome. Donc en fait, inconsciemment, le cerveau de l'enfant, il va se dissocier des sentiments, des émotions pour qu'il devienne un peu plus mature. Donc le cerveau, il va devenir mature et les sentiments vont rester ceux d'un enfant. Donc là, l'enfant, il va grandir, il va tomber à l'adolescence. Tranquillement, il y a certains traits qui vont apparaître, comme le fait de se sentir irresponsable, de garder toujours des certains traits enfantins, comme jouer avec des jouets ou être incapable de prendre des responsabilités, faire des choix. Donc là, le secondaire, c'est pas mal ça. Ils vont souvent se retrouver seuls, avoir peu ou pas beaucoup d'amis, parce qu'ils vont savoir très bien consciemment qu'ils agissent pas comme les autres, ils ne pensent pas comme les autres. Donc là, ils vont quand même continuer leur vie. Rendu à la vingtaine, ça va être la même chose. Ça va être des gens qui vont être très solitaires. Souvent, ils vont avoir de la difficulté à garder des relations amicales ou amoureuses avec des gens de leur âge. Ils vont surtout essayer de chercher des gens qui sont plus jeunes qu'eux parce que pour eux, c'est plus facile d'avoir un certain contrôle. Mettons, j'ai 25 ans, je suis pas capable de me trouver un chum de mon âge, ben je vais essayer d'aller chercher un chum qui est plus jeune que moi, comme qui a 19, 18. Parce qu'à 18 ans, les gens ils n'ont pas atteint leur maturité comme ceux de 25 ans. Donc, c'est plus facile pour eux. Même amicalement, ça va être la même chose. Ils vont avoir de la difficulté à avoir des amis de leur âge parce qu'ils pensent pas comme eux, parce qu'ils agissent pas comme eux. Ils ont de la difficulté à garder un emploi. Ils ont de la difficulté à garder des relations saines de leur âge. Donc, j'ai essayé de chercher un bon exemple à vous démontrer et j'en ai trouvé un parmi des meurtriers en série parce qu'évidemment, depuis le début, je parle pas mal de ça. Donc, le meilleur exemple que j'ai trouvé est un homme du nom de Stephen Fort qui est né le 22 février 1975 à Londres. Dans son enfance, cet homme est décrit comme un enfant très solitaire, qui n'a pas beaucoup d'amis, il est victime d'intimidation et vraiment, il est seul. Il se sent très seul, il parle à peu de gens. Il y a beaucoup de gens même qui pensaient qu'il était sourd tellement qu'on y parlait. Il n'y avait aucune réponse, il était impassible. Donc lui, voilà, il a vécu une enfance quand même assez ordinaire, so-so. À 30 ans, il est déménagé dans son propre appartement. Donc à 30 ans, il a fini par quitter le nid familial pour aller dans son propre appartement. Et c'est là que tout commence. Donc
Dans son appartement, il vit sa petite vie, mais il a toujours de la difficulté à rencontrer des gens en vrai. Il n'est pas capable de nouer de relations et pourtant il a envie. Entre parenthèses, Stephen Port était homosexuel. Donc déjà là, dans ces années-là, l'homosexualité c'était assez distendu comme sujet. Et lui, ben c'est ça. Donc il a constaté qu'il n'était pas capable d'avoir de relations en vrai. Donc il s'est inscrit sur des groupes de rencontres. Et c'est là qu'il a commencé à clavarder avec plusieurs hommes. Et lui, il était inscrit dans quatre groupes de rencontres différents et dans chacun des groupes, il donnait des descriptions de lui différentes. Comme dans un des groupes, il était professeur spécialisé, dans un autre des groupes, il a été dans l'armée, dans un autre des groupes, il était mécanicien, bon. Et il mettait des photos de lui souvent en chess pour essayer de se valoriser, de se faire sentir intéressant et que les gens s'intéressent à lui. Donc voilà, dans chacun des groupes, il a rencontré une personne, un homme d'environ entre 21 et 30 ans, comme je disais au début. Et finalement, il a fini par, il a tué ces 4 victimes-là. Ensuite, il allait les déposer dans un cimetière d'une église pas très loin de chez eux. Et puis finalement, bon, il a été attrapé et il est en prison. Mais je trouve que c'est un très bon exemple parce que lui, il y avait un voisin et ce voisin-là, ça c'est dans un épisode que j'avais vu, c'est une série télé qui s'appelle Portrait de criminel. Je sais pas si vous connaissez cette série-là, mais moi j'adore ça. Et quand j'ai décidé de parler du syndrome de Peter Pan, je me suis rappelé que dans Portrait de criminel, il en parlait. Je me souviens plus du nom du meurtrier, mais il en parlait. Fait que j'ai fait des recherches, j'ai fouillé et j'ai fini par voir Stephen Port au comportement étrange. Donc je savais que c'était lui. Et bon voilà, donc le voisin dans la série, il en parle, il discute avec le caméraman. Et puis il dit qu'à un moment donné, il avait décidé de faire un party. Donc il avait décidé d'inviter beaucoup de gens chez eux. Et il a décidé d'inviter Stephen parce que Stephen était souvent tout seul, il n'y a pas de conjoint, il n'y a pas de conjointe, il n'y a pas d'enfants, il y a très peu de gens qui vont le voir. Donc il se dit, ben je vais l'inviter. Donc il l'a invité et durant la soirée battait son plein, il y avait de l'alcool, il y avait beaucoup de gens, il y avait de la musique, c'était un party super. Et puis le voisin il a décidé d'aller porter les poubelles dehors. Et en allant dehors, entre un mur et une poubelle, il a vu qu'il y avait un petit camion, un jouet. Et il a décidé de le prendre et il s'est dit peut-être que ça pourrait plaire à Stephen. Parce qu'il voyait bien que Stephen avait quand même un comportement assez étrange. C'était le genre de personne qui aimait montrer ses choses, qui aimait parler de lui, parler de sa vie. Puis dans son comportement, on le voyait qu'il n'avait pas un comportement comme toi puis moi. Donc là, il s'est dit, je vais le prendre. Et il a donné le camion à Stephen. Et pendant la fête, imagine-toi là, t'es dans une fête, il y a de la musique, il y a de l'alcool, il y a de la bouffe, tout le monde rit, tout le monde danse, il y en a qui sont sous, bref. Et là, au loin, tu vois un homme de 40 ans qui prend le camion dans ses mains, qui s'assoit sur le sol et qui commence à bouger le véhicule d'en avant en arrière, puis en faisant des boum, boum, boum. Ça, c'est exactement ce que Stephen Port a fait. Il était comme ça. Autrement qu'il y avait des jouets dans les mains, il entrait dans son monde, dans sa bulle, et il se mettait vraiment à jouer avec ses jouets. Il collectionnait aussi beaucoup de voitures, beaucoup de camions, des petites voitures, des petits camions. Et vraiment, c'est ça. Donc le syndrome de Peter Pan, c'est vraiment ça. C'est quelqu'un de très solitaire, qui a de la difficulté à nouer des relations avec des gens de son âge. Même ça peut aller jusqu'à collectionner et jouer avec des jouets. Et donc voilà, c'était ma petite vidéo pour le complexe de Peter Pan. Vraiment, c'est quelque chose qui m'intéressait parce que j'en avais jamais entendu parler avant d'aller sur Internet et d'essayer de voir la liste complète des syndromes et des traits qu'il pouvait avoir. Quand je suis tombée sur Peter Pan, je me suis dit, ah, ben ça pourrait être intéressant. Parce que le 3/4 des hommes ont ce syndrome. Souvent, je veux quelque chose et je le veux maintenant. Je veux faire quelque chose et je veux le faire maintenant. Et je vois quelque chose dans un magasin, je le veux, je vais l'acheter. Même si c'est inutile, parce que le 3/4 du temps, ça va être des achats compulsifs très inutiles, je le veux quand même. Donc ça peut faire partie de ce complexe-là. En fait, c'est le complexe enfantin.
C'est des émotions enfants qu'on a dû refouler parce qu'il fallait prendre des responsabilités et que rendu à l'âge adulte, ben là, ça éclate. Et ça fait en sorte qu'on est incapable de prendre de grosses responsabilités. Peut-être même jusqu'à penser par nous-mêmes. Donc vraiment, excusez-moi, c'est ça. Alors, c'était ma petite courte vidéo. Donc, on se revoit pour une prochaine vidéo et j'espère que le contenu vous aura plu. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, comme promis, on va parler du syndrome de Lima. Mais qu'est-ce que le syndrome de Lima? C'est parti. Alors, le syndrome de Lima est apparu en 1996, exactement le 17 décembre, là où un groupe de terroristes de la MRTA, le mouvement révolutionnaire Tupac Amaru, a pris en otage environ 700 hommes d'affaires, hommes politiques, qui se trouvaient dans la maison de l'ambassadeur du Pérou à Lima. Donc, ils ont pris des otages et la prise d'otages en tout aura duré 126 jours. Et de la première journée de la prise d'otage jusqu'à la dernière, il restait 71 victimes. Donc, on s'entend que 630 personnes ont été libérées du premier jour jusqu'au 126e jour. Donc, ce qu'on connaît, c'est que durant la prise d'otage, les ravisseurs auraient eu certaines affections avec leur otage. Il y a des groupes qui se seraient formés, il y avait des rires, il y avait des blagues. On sentait que les victimes n'avaient plus peur de leurs ravisseurs et les ravisseurs se sont même excusés de faire ce qu'ils faisaient, mais c'était pour la bonne cause. Donc, ouais, il y a eu des rires, il y a eu vraiment comme quand tu tombes dans une bonne relation amicale avec que tu rencontres quelqu'un et que ça clique tout de suite. Évidemment, les ravisseurs, fallait qu'à un moment donné, ils tuent quelqu'un pour prouver qu'ils étaient vraiment sérieux dans leur démarche. Ils n'ont pas été capables de tuer personne parce que ils aimaient leurs victimes, ils aimaient leurs otages. Il y a évidemment aussi certaines relations amoureuses qui se sont produites. On n'en connaît pas tant que ça sur ce phénomène-là qui est apparu le 17 décembre 96. J'ai fait beaucoup de recherches. Tout ce que ça dit sur le syndrome de Lima est ce qui suit. Le syndrome de Lima correspond au fait qu'un ravisseur éprouve de l'empathie, une relation, de l'attachement ou même de l'amour face à sa victime. Point barre. Après ça, ils vont nous parler de la prise d'otage qui a eu lieu à Lima en 96 et blablabla. Donc voilà, c'est vraiment pas une longue vidéo en fait. C'est très peu d'informations qu'on a, mais je trouvais ce syndrome-là assez spécial parce que tout le monde connaît le syndrome de Stockholm, qui est que la victime tombe amoureuse ou veut entretenir une relation avec son ravisseur. Évidemment, je pense qu'il faut le comprendre. Quand il y a une prise d'otage comme ça et que ça dure 126 jours, évidemment, t'es pris 126 jours avec une personne dans la même pièce que toi. Il n'y a pas le choix d'avoir des relations qui se font. C'est pas comme un kidnapping où le kidnappeur va séquestrer sa victime dans le sous-sol puis qui continue sa vie comme si rien n'était. Il va travailler, nanana. Il n'y a pas tant de relations qui se forment là. Mais une prise d'otage, c'est sûr qu'il va en avoir une parce que tu es dans une petite pièce avec tant d'otages et tant de ravisseurs. Évidemment, il y a des relations qui vont se faire, que ce soit amicales, que ce soit affectueuses, que ce soit empathiques. Quand c'est rendu que le ravisseur s'excuse auprès des otages des avoir séquestrés, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est produit. Quand il y a des rires, quand il y a des blagues qui se font, il y a beaucoup de victimes aussi qui ont dit qu'ils n'avaient pas peur. Il y avait plus peur des ravisseurs parce que les ravisseurs étaient gentils. Et il y a même certaines victimes qui étaient pour ce que les ravisseurs faisaient. Ils étaient vraiment pour la cause de la MRTA. Donc voilà, au 126e jour, il y a un commandant des forces armées péruviennes ainsi qu'un autre homme qui s'est rendu dans la résidence de l'ambassadeur. Et là, il y a eu une grosse fusillade. Le chef de l'armée il est décédé, ainsi que l'homme qui le suivait. Et tous les gens de la MRTA ont été fusillés. Ça a été vraiment un très gros moment dans les rues du Pérou. Vraiment, tout le monde était au courant. On entendait des balles qui revolaient. Et ça a été vraiment une très mauvaise expérience de tout ça. Et voilà, c'est pour ça qu'on a décidé d'appeler le syndrome de Lima, le syndrome de Lima, parce que ça s'est passé à Lima. Exactement comme le syndrome de Stockholm, ça s'est passé à Stockholm.
Mais voyons, toi. Es-tu en train de se faire assassiner, là? Ben ouais, t'as-tu vu ça? Eh ben, il y a sûrement quelqu'un qui va appeler la police, hein? C'est pas de nos affaires. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans ce genre de situation? Vous êtes dans un endroit et quelqu'un tombe par terre et personne ne semble réagir? Eh bien, aujourd'hui, c'est exactement le sujet de cette vidéo. L'effet Kitty, ou plus communément appelé l'effet témoin. C'est parti! Alors, aujourd'hui, on va parler de l'effet Kitty. En fait, c'est l'effet témoin. Ça, c'est un phénomène qui se produit quand on se trouve avec plusieurs personnes au même endroit. Donc, moi, ça m'est déjà arrivé. Je vais au centre d'achat et il y a quelqu'un qui tombe par terre. Je ne réagis pas parce que je me dis, ben, il y a quelqu'un qui va réagir. Il y a quelqu'un qui va essayer de secourir cette personne-là ou il y a quelqu'un qui va tenter d'appeler le 911. Pourtant, dans ce genre de situation-là, la plupart des personnes vont se dire exactement la même chose et ce qui va faire en sorte que la personne peut finir par mourir si elle fait une crise de cœur ou quoi que ce soit. Ça peut arriver aussi lors d'un viol, lors d'un vol. On peut se trouver au métro et il y a une femme qui est en train de se faire agresser par un homme et personne va réagir. Tout le monde va le voir, mais personne ne va réagir. C'est ce qui définit le mot l'effet témoin. Donc ça, c'est un phénomène psychosocial qui se produit. Il y a beaucoup de recherches qui ont été effectuées sur ça. C'est surtout après ce qui est arrivé avec Kitty. Donc, d'où le nom effet Kitty. Alors, Catherine Genovese était une Américaine issue d'une famille de 5 enfants. Donc, son père, sa mère, elle avait des frères et des sœurs. Et elle était l'aînée. Donc, elle a grandi dans le quartier de Brooklyn à New York et c'est en 1954 que la famille décide de quitter Brooklyn parce que son père avait des problèmes à son travail et que sa mère avait été témoin d'un meurtre. Donc, ils ont dû quitter Brooklyn, mais elle, Catherine, a décidé d'y rester et de se louer un petit appartement avec une de ses amies. Donc, elle habitait dans cet appartement-là avec sa colocataire qui était aussi son amie. Donc, le 13 mars 1964, Catherine Genovese, bon, on va la surnommer Kitty, termine son quart de travail dans le bar où elle travaillait. Et puis, elle prend sa voiture et se rend dans la rue où elle travaille. Mais où est-ce que son bloc appartement? Il n'y a pas de stationnement. Donc, elle doit se stationner un petit peu plus loin, disons à quelques dizaines de mètres de son appartement. Donc là, Kitty, elle va sortir de sa voiture et quand elle va refermer la porte pour la barrer, elle sent qu'il y a comme une présence près d'elle. Elle se retourne et elle voit son agresseur. C'était Winston Moseley qui l'avait déjà surveillé depuis déjà plusieurs minutes et qui l'avait vu tourner dans sa rue. Donc lui, il l'a suivi, il a garé sa voiture un petit peu plus loin, il a marché jusqu'à elle, jusqu'au moment où est-ce qu'elle sent sa présence près de lui. Elle se retourne et elle le voit, elle prend peur et elle se met à courir le plus vite qu'elle peut. Moseley la suit, court après elle et finit par la rattraper. La première attaque se passe sous un lampadaire. Il finit par la rattraper, il lui donne un coup de poing et sort un couteau de ses poches et la poignarde. Donc là, ça c'est la première attaque. On est en pleine nuit, il fait noir, on est dans le quartier de New York, en plein milieu d'une rue et Kitty se fait agresser par un homme qui la suivait. Donc là, elle se met à hurler. Et il y a un homme qui était dans son appartement, l'autre côté de la rue, qui a entendu une femme hurler. Donc lui, il se lève et il ouvre ses rideaux et là, il voit une jeune femme et un homme qui ont l'air d'être en train de se quereller. Donc là, l'homme qui est dans sa maison, il s'écrie « Laisse cette fille-là tranquille ». Puis il retourne se coucher. Donc ça a été un premier témoin, pas témoin, parce qu'il n'était pas vraiment au courant qu'il était en train de se faire assassiner. Après ça, quand Moseley se rend compte que quelqu'un l'a vu, il décide de partir à la course vers son véhicule et abandonne Kitty en plein milieu de la rue où est-ce qu'il y a le lampadaire. Donc, il va se garer dans sa voiture, il va la démarrer et il va aller se stationner un petit peu plus loin dans l'ombre pour que personne puisse voir la voiture. Il se dit de toute façon, c'est sûr que je vais être capable de la rattraper parce que je l'ai poignardée. Donc, Kitty, pendant ce temps-là, elle décide de se relever et de marcher jusqu'à l'arrière de l'immeuble. Parce que dans le fond, l'immeuble où est-ce qu'elle habitait, la devanture était des magasins.
Donc elle, pour pouvoir entrer dans son immeuble, il fallait qu'elle le contourne et qu'elle passe par l'arrière. Donc en passant dans la ruelle, elle se rend où est-ce qu'il y a son immeuble, mais Moseley, lui, il revient. Là, il y a deux femmes qui vont voir Kitty en train de marcher et un homme en train de la suivre. Madame Pick, elle voit par sa fenêtre Kitty qui marche et Moseley qui la suit. Mais elle fait rien. Elle retourne se coucher. Elle se dit, bon, c'est une querelle d'amoureux, il n'y a pas de problème. Donc, Kitty, elle finit par pouvoir entrer dans son appartement, là, dans l'immeuble. Elle se sent un petit peu plus en sécurité parce que là, elle est vraiment rendue chez elle. T'sais. Il reste quelques pas à franchir pour qu'elle puisse entrer dans son appartement. Donc là, elle se trouve dans le vestibule de son appartement et elle s'effondre par terre. Elle se dit, au nombre de témoins qui m'ont vu, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va venir par appeler la police, une ambulance. Donc Moseley, lui, il l'a quand même suivi. Il a ouvert la porte de l'immeuble et il la voit. Il se met à la saccager de coups de couteau. Elle en reçoit une dizaine à la poitrine, une dizaine à l'estomac. Et elle crie, elle s'écrie. Et pendant qu'elle s'écrie, il y a plusieurs personnes qui vont... D'où on pouvait voir la scène de crime, c'est par la cage d'escalier. Donc, il y a une couple de personnes qui vont sortir de leur appartement et qui vont venir voir dans la cage d'escalier qu'est-ce qui se passe. Mais ils vont voir, ils vont plus entendre une querelle. On dirait que ça a l'air d'être une querelle. Tu sais, l'homme est par-dessus elle, puis ça crie, puis tout. Donc, ils vont juste retourner chez eux. Il y en a même qui vont monter le volume de leur radio pour ne plus entendre les cris de Kitty qui appelle à l'aide. Donc là, on est rendu à 3 témoins environ. OK? Les témoins, ils semblent tellement irresponsables, ils se semblent tellement pas concernés par ce qui se passe que Winston, lui, il réalise ça, puis il prend même le temps de violer le cadavre de Kitty qui bouge plus. Donc là, on voit clairement qu'elle ne bouge plus. Elle est pas morte, mais elle ne bouge plus. Elle est tombée inconsciente face à toutes les blessures qu'elle a reçues. Donc, Moseley, lui, il va violer son cadavre et ensuite, ben, il va finir par quitter. Voilà, tout simplement. Donc, il y a un autre voisin que lui, il s'appelle Carl Ross. Il finit par appeler Sophie Farrer pour lui dire que il y a eu une grosse querelle. Est-ce que tu as entendu la querelle? Elle va dire oui, je l'ai entendu. Là, Carl Ross, il va dire à Sophie, ben écoute, appelle la police parce que ça a l'air bizarre. Là, Sophie, elle va dire pourquoi toi t'as pas appelé la police? Là, Carl, il va dire, ben en fait, c'est parce que ce qui est arrivé, c'est que j'ai appelé ma conjointe pour lui demander qu'est-ce que je pourrais faire. Ma conjointe m'a dit de pas m'en mêler. Donc lui, il s'est fait à ce que sa conjointe a dit, de pas se mêler de ça et de pas appeler la police, pendant qu'il y a une femme qui est en train de se faire agresser dans sa propre cage d'escalier. Ça, c'est vraiment un phénomène très, très spécial. En fait, je pense qu'il y a un peu plus... Il y a moins de 25% des gens qui vont réagir quand il se passe quelque chose. Il y a beaucoup de monde. Lui, Carl Ross, il a appelé Sophie et c'est finalement Sophie Farrer qui va contacter le 911 pour annoncer qu'une femme se trouve dans la cage d'escalier et elle a l'air décédée. Donc la police va se ramener et oui, effectivement, quand la police est arrivée, Kitty est encore en vie. Elle n'était pas morte comme tout le monde le pensait. Parce qu'un peu plus tard, le New York Times va s'emparer de cette nouvelle-là. En fait, ils vont faire les gros titres, ils vont vraiment mettre cette affaire-là en avant-plan. Le meurtre d'une jeune femme avec une trentaine de témoins et personne n'a rien dit, personne n'a appelé la police. Donc le New York Times, il va vraiment prendre cette information-là pour vraiment en faire son brevet, là. Donc finalement, c'est ça, la police se ramène et là, ils vont se mettre à cogner chez les autres habitants du bloc appartement et pour leur poser des questions. Puis tous vont dire oui, j'ai entendu une femme crier, mais ça avait l'air d'être une querelle, tout simplement. Fait que finalement, ils se rendent compte qu'il y a beaucoup de témoins et que personne ne réagit en se disant, ben il y a quelqu'un d'autre qui va le faire à ma place. Ah ben cette voisine-là, elle va finir par appeler la police, j'ai pas besoin de le faire. Donc finalement, ben ce qui est arrivé, c'est que personne n'a appelé la police parce que tout le monde s'est dit la même chose. Donc ça a donné ça. Le meurtre de Catherine Genovese, 19 ans. Elle avait l'avenir devant elle. Et à cause de ce phénomène psychosocial-là, ben voilà, elle est décédée. Bon, évidemment, à ce temps-là, on n'avait pas vraiment commencé les recherches pour ce phénomène-là. L'effet Kitty, ça n'existait pas. En fait, c'est grâce à elle qu'il y a eu des recherches
des thèses et tout le kit là, pour vraiment essayer de trouver et de comprendre ce qui s'était passé lors de cet événement-là. Je vais vous mettre aussi en barre d'infos, j'ai vu 2 vidéos, c'est des expériences justement comme ça. Il y en a une qui se passe dans le métro, il y en a une autre qui se passe dans la rue. C'est des agressions. Donc évidemment c'est des acteurs, mais ils vont vraiment filmer tous les témoins de la scène et on voit vraiment que il se passe absolument rien. Les gens ils voient un homme en train d'en agresser un autre, puis il bouge pas. Il y a des gens qui voient une femme en train de se faire agresser par un homme dans le métro, la coincer entre un banc et la porte du métro. Et personne ne fait rien. Personne. Au bout de quelques minutes, c'est une femme qui va y venir en aide. Et au bout de quelques minutes, l'homme qui se fait agresser par un autre, c'est une femme encore qui va venir secourir l'homme. Finalement, l'enquêteur en chef de la police qui s'occupait de ce dossier-là va appeler le New York Times et va leur dire non. Une 38 témoins, mais une dizaine de témoins. Donc, c'est vraiment juste une dizaine de témoins. C'est pas énorme. Ben, c'est quand même beaucoup, mais c'est pas énorme comparé à 38. Donc, voilà, c'est un peu pour résumer le meurtre de Kitty Genovese. C'était vraiment une courte vidéo, mais j'avais vraiment envie d'en parler parce qu'au départ, je connaissais pas ce phénomène-là. Puis quand que j'ai fait mes recherches, j'ai trouvé ça vraiment ahurissant. Et pourtant, ça arrive tellement plus souvent qu'on le pense, même si c'est pas juste des meurtres, ça peut être des meurtres, ça peut être des malaises. Ça peut être des vols, des viols, des agressions. Tu sais, même juste à l'école. Juste à l'école, rappelle-toi quand tu étais au secondaire et que tu voyais un élève en train de se faire agresser par d'autres élèves, qu'est-ce que tu faisais? Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entre nous qui s'interposaient parce que, premièrement, on se disait, ben là, j'ai pas envie que ça se retourne contre moi. Et secondo, ben on se disait, ben c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va finir par réagir. Donc, on se déresponsabilisait. En fait, le phénomène de cette recherche-là, c'est vraiment le fait que l'individu va se déresponsabiliser parce qu'il y a beaucoup de gens autour de lui. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et dites-moi, vous, au secondaire, est-ce que vous avez déjà été témoin d'une agression d'un élève face à un autre? Et est-ce que vous avez, si oui, réagi ou sinon pas réagi? Et pourquoi, selon vous, vous l'avez fait ou vous l'avez pas fait? Je trouve ça très intéressant comme phénomène. Donc, voilà, c'était la petite vidéo de la fin de la semaine.